rentrons dans le vif du sujet. La franchise, et en même temps, je vais vous présenter André. Merci d'être vraiment présent, André. André, vous êtes le spécialiste de la franchise, vous êtes monsieur franchise à la Banque Populaire. Je vous laisse vous présenter. Et c'est quoi l'historique de la Banque Populaire par rapport à la franchise? Merci Corinne. Alors, je suis André Billard, je suis responsable du pôle national franchise à Banque Populaire. Plus que moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2 mots, je vous dise la Banque Populaire et la franchise. La Banque Populaire est la banque historique de la franchise qui a toujours accompagné et cru en la franchise. Vous avez en visuel la 19e enquête de la franchise. La Banque Populaire fait une enquête toutes les années avec la Fédération française de la franchise, qui est quelque chose de très intéressant que vous pouvez trouver sur tous les sites Banque Populaire. Donc on va leur envoyer. Voilà, on va vous l'envoyer. Parce que c'est vraiment très complet. Ça vous permet, vous, en tant que porteur de projet, d'avoir vraiment une vision de ce qu'est la franchise et aussi de l'expérience des franchisés, puisqu'il y a une partie franchiseur, mais il y a une partie très importante franchisée. Banque Populaire, c'est 50% des clients franchiseurs. Donc, c'est une part de marché qui est quand même énorme. On aimerait, toutes les banques, avoir cette part de marché sur les autres segments. Donc, un franchiseur sur 2 est client Banque Populaire et un franchisé sur 4. Voilà. Donc, 25% de part de marché côté porteur de projet franchisé, c'est aussi important, simplement parce qu'on a créé quelque chose qui est un peu unique, avec une personne à la tête du pôle franchise national, c'est votre serviteur, mais aussi dans les 12 banques populaires régionales, des responsables franchises locaux qui connaissent le terrain et qui accompagnent les porteurs de projets dans leurs rendez-vous, notamment avec les directeurs d'agence ou les chargés de clientèle professionnelle. Voilà sur la Banque Populaire et la franchise. Vous avez oublié quelque chose, André, si je peux me permettre, c'est que vous avez fait un financement spécial. En tout cas, je l'ai lu, qui est destiné à la création et la reprise. J'allais en parler après dans la partie financement. Comme on est leader, on se devait de mettre en place un financement spécial pour la franchise, donc aussi bien en création qu'en transmission, puisqu'aujourd'hui, à l'heure où on parle beaucoup de la retraite, on a des franchisés qui partent à la retraite et qui vendent leur affaire. C'est à peu près équilibré entre la création et la transmission. Et donc, on a un financement qui était, j'aime bien le dire quand même, depuis 4 ans à 0%. C'était quand même quelque chose de très intéressant. Compte tenu de la hausse des taux, si vous avez déjà un peu avancé sur votre projet, vous savez que les taux ont beaucoup bougé et se sont élevés. Et donc, depuis début juin, on a mis en place un financement qui est à 2%, mais qui est quand même très intéressant par rapport à ce qu'on peut connaître comme financement classique. Voilà. On se le devait en tant que banque leader de la franchise. Très bien, merci pour ces premières. Pour les personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à poser des questions à André ou à moi-même tout au long de cette conférence. Cette conférence se veut pratico-pratique et si vous avez un souci, je répète, vous sortez, vous reconnectez avec, si possible, un autre navigateur. Alors, dans le financement d'une franchise, il y a plusieurs choses. Les gens se posent la question. Souvent, on parle comme ça de droit d'entrée, d'apport, etc. C'est quoi le financement d'une franchise, André ? Alors, le financement d'une franchise, c'est une globalité, c'est-à-dire c'est un coût global, ce qu'on appelle nous le coût global, et c'est important de bien savoir que dans le modèle de la franchise, aussi bien les franchiseurs que les banquiers, que les financeurs, mais souvent c'est le franchiseur qui va vous le demander, ils vont vous demander un apport. Voilà. Alors, il n'y a pas une norme établie, même si on entend souvent le chiffre de 30%, c'est-à-dire que les franchiseurs souhaitent que les porteurs de projet que vous êtes, et je souhaite que vous alliez au bout, aient 30% d'apport en fonds propres pour leur projet. Alors, c'est quoi l'apport? Parce que quand on parle d'apport, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est l'argent que vous allez pouvoir mettre à disposition pour votre projet. Donc, ça peut être de l'épargne que vous avez disponible, des livrets A, des plans d'épargne logement. Ça peut être aussi des aides familiales, puisque parfois, sur ce type de projet, on peut avoir, en fonction de l'âge, bien évidemment, ses parents ou grands-parents qui veulent vous aider. Et puis, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est aussi les prêts d'honneur qu'on peut avoir auprès de certains organismes, et ça vaut le coup quand même qu'on en parle 2 mots. Et tout ça, c'est considéré dans le montage du dossier comme un apport. Voilà. On n'est pas des ayatollahs du pourcentage, mais très clairement, si vous n'avez pas d'apport et que vous souhaitez vous lancer dans le commerce organisé et la franchise, ça ne sera pas possible. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut juste expliquer à quoi il sert cet apport? Alors, cet apport, alors,
cet apport, il est important pour le franchiseur, d'abord pour se dire, eh bien, on veut avoir un porteur de projet, un futur franchisé, quand on est franchiseur, qui a un peu les moyens. Voilà. Et puis, tout ne se finance pas. Hein. Il y a des choses, notamment des besoins en fonds de roulement, des choses comme ça, qui sont parfois difficilement finançables en totalité, ou des droits d'entrée, d'où l'intérêt d'avoir un apport. Voilà. Donc, cette norme de 30%, gardez-la à l'esprit. Moi, je préfère faire un financement avec quelqu'un, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui coche toutes les cases d'un point de vue entrepreneurial, voilà, et qui a peut-être que 20 ou 25%, que quelqu'un qui a 40%, qui est un financier, mais qui, à mon sens, répond pas à nos critères. Mais c'est quand même important de l'avoir, parce que ne perdez pas du temps, effectivement, si vous n'avez aucun apport. On a encore des personnes parfois qui poussent les portes des franchiseurs. Bah, la franchise, ça ne sera pas pour vous. Voilà. Okay. Je suis un peu direct, mais alors voilà. là, donc, on va peut-être passer à notre sujet, mais toujours dans le financement. Est-ce qu'à ce moment-là, là maintenant, vous avez des questions à poser sur ce casse-tête pour beaucoup de créateurs, et j'insiste dessus, voilà, sur le financement d'une franchise entre les droits d'entrée, l'apport personnel et puis l'investissement total, évidemment. Est-ce que vous avez des questions ou pas? On reparlera un petit peu du financement. Du coup, je me permets, je l'ai écrit en fait dans le message, mais moi la question, c'est juste pour m'assurer que j'ai bien compris. Je dois avoir un apport. Donc par exemple, si je rentre dans la franchise, il y a le coût d'entrée. Donc ça, je dois l'avoir moi, plus les 30% du prêt que je demande à la banque. Non. Alors, c'est pas du tout ça. J'ai du mal à me faire comprendre. Vous avez un coût global quand vous allez vous installer en franchise. Le budget global, en fait. Le budget global qui va comprendre les droits d'entrée, mais qui va aussi comprendre si vous vous installez un budget travaux, financer votre stock. Donc, c'est vraiment le budget global. Et c'est sur ce budget global que le franchiseur et souvent le banquier vont vous demander 30%. Donc, si votre budget global, tout compris, il est par exemple de 100 000, voilà, entre les droits d'entrée, entre les frais que vous avez pu occasionner pour faire un business plan auprès de l'expert comptable, entre les aménagements de votre local, voilà. C'est ça le budget global. S'il est de 100 000, globalement, il faudra que vous ayez à peu près 30 000. Encore une fois, voilà, c'est une norme dans le milieu de la franchise. On peut très bien faire des financements à 25% si le projet est très intéressant et le porteur de projet est intéressant. Mais si vous avez absolument pas d'apport, voilà, eh bien, effectivement, c'est pour ça que je suis assez direct, mais je vous dis, ne perdez pas du temps, parce que déjà, les franchiseurs ne vous valideront pas voilà, comme étant un porteur de projet de qualité, parce que souvent, ça vient d'eux, et ça sera très difficile au niveau des financements bancaires pour avoir un financement. Alors, dans cet apport, si je prends les 30 000, l'exemple de 30 000, vous pouvez avoir par exemple 20 000 d'épargne que vous avez sur un livret A, un plan d'épargne logement. Et puis, si des parents, des amis vous donnent de l'argent, c'est considéré comme apport. Et puis, encore une fois, alors on peut parler peut-être, Corinne, juste en 2 mots de tout ce qui est prêt d'honneur. Donc, ça, charge à vous un peu de vous renseigner, mais il y a différents organismes, tout ce qui est les réseaux initiatives, par exemple. Hier soir, j'étais à une soirée, il y avait Pépi, l'ancien patron de la SNCF, qui est maintenant à la tête du réseau Initiative. C'est un réseau qui permet d'accompagner certains porteurs de projets. Et ils vous font des prêts d'honneur qui sont souvent à des conditions de taux, alors qu'ils étaient à 0%, qui peuvent être peut-être maintenant un petit peu aussi, qui ont un petit peu bougé. Ça sera des petits montants, ça sera 10 000 euros, des choses comme ça, mais ça, c'est considéré comme de l'apport. Donc, tout ce qui est réseau Initiative, tout ce qui est réseau France Active aussi, c'est un réseau aussi qui accompagne les porteurs de projets en création. Et puis, on a aussi l'ADI qui peut vous accompagner. Donc, alors, effectivement, si vous êtes et il y a le réseau, et tu as oublié, il y a le réseau Entreprendre, juste pour les femmes, excuse-moi, oui, je t'en prie. André, et il y a un réseau aussi, la garantie bancaire, c'est souvent un droit qui a été transmis, qui est transmis aux femmes pour que France Active soit garant sur vos biens personnels à la place. Voilà, ça c'est hyper important. Et les gens, tu sais que les personnes ne savent pas, donc le réseau Initiative, il y en a partout en France, mais surtout, étudiez bien votre dossier sur la totalité des dépenses, parce qu'après, c'est difficile d'y revenir. Donc, ils peuvent vous apporter un financement au-delà de 10 000 euros. Et par contre, tu as raison, l'ADI, c'est 10 000 euros, point barre. Hein. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, Corinne, c'est que même
que ce soit France Active ou Initiative, vous n'aurez pas des financements à hauteur de 40 ou 50 000 oui. ou des prêts d'honneur à hauteur. Donc moi, je dis 10 000 parce que souvent, voilà, c'est à peu près ce qu'on peut avoir, mais ça peut compléter votre plan de financement et venir compléter un peu votre apport, puisque d'un point de vue bancaire, c'est considéré comme de l'apport. Donc c'est important de le signaler. Voilà. Alors, juste, est-ce que, et je vais passer quand même à la slide suivante, est-ce que tu peux Oui. rappeler ce que c'est, j'en profite que tu sois avec nous, les droits d'entrée, parce que les gens se posent des questions, c'est quoi entre l'apport personnel et les droits d'entrée? Alors, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que quand vous allez signer avec un franchiseur, pour accéder à la marque, vous allez payer des droits d'entrée. Voilà. Des droits d'entrée, peut-être même des frais de communication. Parfois, certains franchiseurs les incluent dans les droits d'entrée, d'autres les mettent à côté. C'est le droit de bénéficier d'une enseigne. Ils vont être très variables d'une enseigne à l'autre. Ils vont être plus importants si vous rentrez dans une enseigne très connue. Alors je vais vous dire, je vais pousser à l'extrême. Si vous allez chez McDo, vous allez avoir des droits d'entrée très, très importants. Si vous allez sur une petite enseigne qui a que quelques points de vente, les droits d'entrée seront un peu inférieurs. Donc ça, effectivement, c'est le droit d'accéder à l'enseigne et de travailler avec le franchiseur. Voilà. C'est ce qui permet aussi au franchiseur de continuer de développer son réseau. Voilà. Ok, alors, on continue sur cette conférence. Donc, on va justement, quels sont les points importants pour se vendre et Voilà. donner Alors, envie aux banquiers. on pourra parler dans un troisième temps du financement, des prêts, mais pour moi, le plus important quand on va voir son banquier, c'est vraiment de vendre son projet, de se vendre soi-même. Quelques chiffres, je vous parlais de l'enquête annuelle de la franchise. 75% des nouveaux franchisés sont en reconversion. Peut-être comme vous, tout à l'heure, on a parlé avec 2-3 personnes avant le démarrage. Donc, c'est des gens qui ne sont absolument pas du métier. Ça, c'est un des principes de la franchise. Donc 75%, c'est de la reconversion. Ils ne sont pas forcément du même type d'activité. Et à 90%, c'était des salariés. Qui dit salarié dit que quand on est salarié, on a une posture qui est un peu différente qu'on peut avoir quand on est chef d'entreprise. Donc, le banquier, avant toute chose, bien sûr, on y reviendra après, il va regarder les éléments comptables, il va regarder l'emplacement, il va regarder la faisabilité de votre projet. J'allais dire, c'est son job. Mais le plus important pour le banquier, ça va être de se poser la question, est-ce que vous avez les épaules pour être chef d'entreprise? Est-ce que vous avez capacité à gérer une entreprise? Est-ce que vous êtes vraiment un entrepreneur dans l'âme? Et c'est cela aussi qu'il va falloir que vous arriviez à faire passer dans votre entretien avec le banquier. Et c'est ce qui fera la différence. On est souvent sur de l'humain. Alors, si vous avez un projet bancal, ça ne fonctionnera pas. Voilà, si vous avez un emplacement qui ne correspond pas du tout à ce que, je veux dire, voilà, un endroit où ça ne fonctionne pas, il vous le dira tout de suite. Mais dans 80% des cas, ça va se jouer sur vous, sur l'humain. Voilà, vous vendre et vendre son projet. Donc, on a mis avec Corinne, c'est raconter son histoire, raconter son parcours, la genèse du dossier, comment vous en êtes arrivé, donner envie, c'est ça. L'envie, Corinne, c'est voilà, si vous arrivez à donner envie au banquier qui est en face de vous, mais qui est un être humain comme vous, ça sera déjà quelque chose qui sera très positif. Si à la sortie de cet entretien, vous n'avez pas donné envie, que vous maîtrisez quand même pas trop votre dossier, quand il vous pose des questions, vous n'êtes pas trop capable d'y répondre, ça sera quand même compliqué, même si vous avez des documents comptables qui sont impeccables. Voilà, plan de trésorerie, plan de financement, tout est parfait. Mais si vous n'avez pas donné envie au banquier, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà. Donc, c'est vraiment… Alors, ça veut dire, comme on l'a dit hier et avant-hier, il faut bien préparer son dossier. Ce n'est pas parce qu'on s'appuie sur une franchise qu'on ne fait rien. On est un entrepreneur avant tout. Il faut démontrer son envie d'entreprendre, avoir la niaque. Et surtout, si j'ai bien compris, on vient vous voir, André, que quand on a fait le business plan, quand on a fait l'étude de marché, quand on a tout fait. Avant, ça ne sert à rien. Si vous venez voir le banquier alors que vous ne savez toujours pas dans quel secteur vous allez aller, vous ne savez pas si vous voulez être dans le service à la personne ou la pizza, vous n'avez pas d'emplacement et vous n'avez pas de documentation comptable, vous perdez votre temps, vous ferez perdre le temps aussi du banquier, donc il n'y aura aucun intérêt. Donc le passage obligé au départ, mais on va y revenir sur la troisième partie, ça sera bien l'expert comptable. Ça sera d'abord d'avoir
sélectionner son enseigne. Et puis après, ça sera le passage auprès de l'expert comptable. Voilà. Et le banquier, ça viendra vraiment pour finaliser tout ça avec les éléments comptables. Effectivement, le banquier. Alors, le banquier, il sait, il faut dédramatiser parfois un peu le rendez-vous avec le banquier parce que vous n'êtes pas des comptables, vous n'êtes pas des experts comptables. Donc, mais ne croyez pas que le banquier il va vous poser des questions très pointues. Par contre, il va vous poser quelques questions et ces questions, il va falloir y répondre. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer comment vous en arrivez à votre chiffre d'affaires prévisionnel, ça va poser souci. Si il vous pose quelques questions sur l'emplacement, sur voilà, le sens de la circulation, sur des choses comme ça, et que vous êtes tout juste allé voir les locaux et que vous n'êtes pas capable d'y répondre, c'est de la, voilà, vous n'avez pas de crédibilité et il n'y aura pas de cohérence globale et ça sera difficile. Donc c'est là où il faut vraiment préparer son entretien, faire passer son envie, faire passer sa motivation, le pourquoi on le fait. Le banquier, il va s'attarder aussi à plein de choses. On a discuté avec Corinne tout à l'heure avec 2 personnes et qui étaient en couple. Le banquier, il va s'attacher aussi de savoir est-ce que le projet, il est partagé s'il y a un couple. Si c'est madame qui se lance, est-ce que monsieur, il est partant? Parce que même si la création sous enseigne en franchise est moins risquée que la création ex nihilo classique, on sait que parfois, dans l'entrepreneuriat, on peut avoir des périodes un peu plus compliquées. Donc, le banquier il va s'attacher à savoir aussi est-ce que le projet il est partagé par toute la famille. Parce que si dans un couple, il y a madame qui veut se lancer, mais monsieur n'est pas chaud, on sait que ça va poser à un moment donné un problème. Voilà. Donc, vous voyez, on n'est pas que dans cet entretien avec le banquier, on n'est pas que sur du comptable. On est vraiment sur une cohérence globale du projet et tout ça, il va falloir que vous le fassiez passer, vous l'expliquiez au banquier. Alors, vous pouvez vous préparer à l'avance, en famille, voilà, un peu pitcher ce que vous allez dire avec votre banquier, parce que je pense que ça commence comme ça. Il va vous dire, parlez-moi de votre projet. Donc, si vous êtes un peu entraîné, alors sans faire du par cœur, parce que voilà, ça se sent et c'est pas très agréable, mais si vous avez préparé un petit peu en amont et que vous savez les 10 premières minutes ce que vous allez expliquer, pourquoi vous avez ce projet, comment c'est né, qu'est-ce que vous avez envie de faire, votre environnement familial et des choses comme ça, on part plutôt déjà sur quelque chose de positif. Alors, il y a autre chose aussi qu'il faut rajouter, André, c'est que les franchiseurs sont donc, je crois que tu l'as dit, je ne sais plus, référencés dans les banques et certains de vos contacts banquiers, ils vont se renseigner sur l'enseigne et ce n'est pas parce que vous arrivez avec une enseigne que c'est tout cuit, quoi. Il faut vraiment démontrer votre volonté d'aller vers ce métier. On l'a, Corinne, sur, je crois, la 3e partie, choix de l'enseigne. Là, sur la 2e, moi, ce que je voulais vraiment insister, parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre, c'est ne pas rater le premier entretien avec son banquier. Donc, n'y allez pas trop tôt, comme Corinne le disait, parce que si votre projet il n'est pas mûr, hormis saluer un banquier dans une banque, il n'y aura pas beaucoup d'intérêt. Donc, il faut que votre projet soit quand même un peu avancé et puis que vous l'ayez préparé. Alors, c'est qui le banquier? Est-ce que c'est notre banquier de notre compte bancaire personnel? Est-ce que c'est le banquier… J'allais y venir. Je prends toutes tes questions. Non, mais pas du tout. Mais c'est interactif, Corinne, et c'est très intéressant. Aujourd'hui, si vous êtes salarié, puisque je disais, il y a plus de 80% qui sont salariés quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat sous enseigne et sous franchise, si vous allez voir votre interlocuteur habituel qui s'occupe de vous en tant que salarié, ça ne sert à rien, puisque c'est un chargé de clientèle particulier qui ne gère que le particulier. Donc, si vous souhaitez rester dans votre banque actuelle, parce que ça se passe bien, et je pense qu'il faut voir plusieurs banques. Il faut que peut-être passer par cette personne, mais demander un rendez-vous avec le directeur d'agence ou un chargé de clientèle professionnel. Donc, ce n'est pas la peine de parler de votre projet à votre chargé de clientèle particulier qui vous suit. Ce n'est pas son domaine, il n'y connaît rien et vous perdrez du temps. Donc, ça peut être une porte d'entrée pour prendre rendez-vous avec le directeur d'agence ou un chargé de clientèle professionnel. Ouais, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la franchise. La deuxième chose, c'est de se dire, aujourd'hui, on a des banques qui sont spécialisées dans la franchise, et puis on a des banques pour qui la franchise, c'est quelque chose d'assez loin. Voilà. Donc, moi, je vous conseille de vous renseigner un peu. Si vous souhaitez aller voir votre banque avec qui vous entendez bien, ça peut faire un premier rendez-vous. Il faut toujours voir au moins 2 banques. Et la deuxième, choisissez plutôt une banque qui connaît la franchise. Pourquoi? Parce que dans 80% des refus bancaires, le refus, il est parce que le porteur ou la porteuse de projet n'est pas de ce secteur d'activité. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le propre même de la franchise. Donc, ça prouve bien que le banquier qui refuse un dossier pour ça,
ben, il ne connaît pas le secteur de la franchise. Voilà. Donc, choisissez votre banque si vous entendez bien avec et demandez le directeur d'agence ou le chargé de clientèle pour vous présenter son projet. Et puis, choisissez, si ce n'est pas déjà votre banque, une banque qui maîtrise bien la franchise. Et quand vous allez parler franchise avec le directeur d'agence ou le chargé de clientèle professionnel, ben, il sait exactement ce que c'est. Parfait. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Profitez-en. Non, c'est clair pour l'instant. OK, alors on continue. Voilà, préparer son dossier bancaire. Voilà, donc là, on a essayé avec Corinne de resynthétiser un petit peu tout. Le choix de l'enseigne, ça sera important aussi lors du rendez-vous avec la banque, parce que nous, dans un pôle franchise, on essaye de suivre. Alors, on ne connaît pas toutes les enseignes, puisqu'il y a 2000 franchiseurs, 1976 exactement, à la fin 2022. Il y en a qui se créent, il y en a qui meurent. Donc, ça sera important pour vous aussi de vous poser la question, est-ce que votre franchiseur avec qui vous souhaitez travailler, il a les reins solides? Donc, effectivement, quand il va vous remettre le document d'information précontractuelle, le fameux DIP, qui est l'élément de base et incontournable dans la franchise, il est obligé d'annexer ses comptes. Donc, ça sera intéressant quand même de regarder est-ce qu'il a les reins solides, parce que si vous vous engagez pour un contrat de 5 ans ou 7 ans avec un franchiseur et qu'au bout de 2 ans, il dépose le bilan parce qu'il ne tient pas la route, vous allez quand même être très embêté. Donc ça, c'est quand même important. Le banquier, si c'est un banquier qui connaît bien son travail, il va aussi valider l'enseigne. Hein. Il y a certaines enseignes, le banquier va vous dire non, on n'y va pas. Hein, pour des raisons qui nous regardent, soit parce qu'on considère que le contrat de franchise entre le franchiseur et le franchisé est inégal et il est plutôt à l'avantage du franchiseur. Et nous, on a un devoir de conseil quand on fait un financement. Voilà, donc c'est des choses, le DIP, c'est important pour vous de bien le regarder quand vous l'avez, mais la banque, elle va bien le regarder, elle va bien le regarder aussi. Après, effectivement, on a mis l'étude de marché local. Ça, c'est le franchiseur qui est obligé de vous la faire et vous allez faire une étude de marché classique. C'est un peu un incontournable. Alors, ça a un coût. Là aussi, il y a des organismes qui peuvent vous accompagner. Mais si on veut faire les choses sérieusement et si on veut avoir une chance de réussir, voilà, il faut aller au bout des choses. Donc, une bonne étude de marché, c'est important. Voilà, sur le dossier bancaire, le reste, bien sûr, les statuts, voilà, les promesses de vente, fonds de commerce, droit au bail, ça sera important aussi. Si vous venez voir le banquier en disant je voudrais m'installer à Paris, à tel endroit, un emplacement de qualité, mais que sur cet endroit-là, depuis 5 ans, il n'y a pas un seul fonds de commerce qui se libère, ce n'est pas la peine, ça sera du temps perdu. Donc, l'emplacement est quand même important. On dit l'emplacement, mais sur certains types d'activités, ça sera compliqué peut-être d'avoir l'emplacement que vous souhaitez. Donc, là, il y a un travail quand même qui est important à faire en amont. Voilà, sur le projet, sur les… Attends, est-ce que c'est une question qu'on peut poser à son banquier en local? Quels sont pour lui les… Alors, c'est l'intérêt du banquier en local et qui connaît bien son secteur, parce que il y a des endroits, tout ce qui s'installe, il n'y a rien qui marche. Hein. C'est un peu, il y a des rues, par exemple, on ne sait pas pourquoi, à une rue près, tout fonctionne, tous les commerces fonctionnent, et puis à côté, ça ne fonctionne pas. Le banquier, il a l'habitude de ça. Voilà. Donc, il va aussi pouvoir vous aider un petit peu là-dessus. Le franchiseur est censé vous accompagner. Si c'est un franchiseur de qualité, il connaît aussi. Mais voilà, l'emplacement est important. Mais il faut que vous ayez trouvé l'emplacement. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un a vraiment un super projet, mais il se dit, voilà, je veux être à Paris sur la plus belle des places, c'est là où je veux être, bon, il peut peut-être attendre 10 ans pour trouver un emplacement. Donc, voilà, ça reste sur les grandes villes une source de difficulté quand même, hein, l'emplacement. Voilà. Attends, ça veut dire que tu me fais réfléchir là. Si je monte mon projet en franchise, j'ai la franchise, j'ai tout, j'ai le financement, j'ai fait l'étude de marché, j'ai tout fait, sauf que j'hésite entre deux lieux. Oui. Est-ce que je serais considéré par le banquier comme crédible ou pas? Oui, si tu as 2 lieux et si tu as 2 pistes, mais quand on dit 2 lieux, il faut déjà avoir avancé sur les lieux, c'est-à-dire qu'il faut avoir rencontré pour le bail, et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Et après, ça peut être aussi discuté avec le banquier qui va vous dire, écoutez, moi je pense que, parce que le banquier, il va avoir l'expérience, il a tous les commerces à côté, il a les commerces de proximité, il peut vous dire, effectivement, c'est mieux, on vous conseille plutôt ici qu'ici.
Alors, Si après les deux lieux sont de qualité, ça sera bien. Aujourd'hui, Corinne, la difficulté, c'est de trouver parfois un emplacement. Quand on discute notamment avec des franchiseurs, il y a certains endroits, ils voudraient bien installer, et ils ont des porteurs de projets, mais ils ne trouvent pas d'emplacement et ils mettent 1 an, 2 ans, 3 ans avant de trouver un local. Alors, on en reparlera vendredi. Sachez qu'il y a une conférence justement avec Territoire et Marketing sur le choix de son emplacement, comment trouver le bon emplacement. Ceci étant dit, j'ai une question à te poser, parce que je sais qu'on en parlait tout à l'heure avec Laura. Quand on investit sur une franchise où il n'y a pas d'emplacement parce qu'on n'en a pas besoin, c'est-à-dire qu'on va avoir une activité en ligne, comment ça se passe vis-à-vis du banquier? Voilà, il n'y a pas de souci particulier. Là, je parlais de l'emplacement quand on avait un emplacement physique, parce que ça reste encore la majorité des cas. Mais si c'est une franchise en ligne, conseil, il n'y a pas forcément besoin d'emplacement. Là, il n'y a aucun problème pour le banquier. Mais pour convaincre un banquier, donc là, il faut peut-être travailler. Après, c'est plus sur son projet, c'est sur la stratégie. Ce sera la globalité du projet. Mais effectivement, si ça ne demande pas quelque chose en physique, voilà, il n'y a pas de souci. Ça sera plutôt même un plus par rapport à certains qui veulent vraiment un emplacement de premier choix et qui auront des difficultés. Okay. Et attention parfois aux emplacements qu'on vous propose. Voilà, s'il y a beaucoup d'emplacements, par exemple dans un centre commercial, ça veut peut-être dire aussi que le centre commercial il est en perte de vitesse et que tout le monde en part. Donc oui. Là aussi, c'est important. Je dirais qu'aujourd'hui, voilà, déplacez-vous, allez voir les commerçants à côté du centre commercial, demandez-leur s'il y a de la fréquentation, parce que le franchiseur, parfois, il va vous vendre une belle histoire, ce qui est normal. Mais posez-vous les questions. Pareil, de la même manière, quand vous êtes allé voir un franchiseur, il va peut-être vous dire, tiens, téléphonez de ma part à tel franchisé, il vous dira comment ça se passe, parce que voilà, pour savoir si la formation, l'accompagnement du franchiseur est de qualité, effectivement, vous pouvez appeler cette personne. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de regarder sur le DIP les derniers qui se sont installés et de les appeler eux, puisqu'aujourd'hui, voilà, c'est pas compliqué, ils vous répondront en leur disant, je souhaite m'installer avec la même enseigne que vous. A priori, vous vous êtes installé il y a 1 an. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du franchiseur. Voilà. Il faut être curieux. Il faut aller chercher les informations partout où on peut aller les chercher. Et puis, vous avez plein de sites aussi Internet spécialisés en franchise. Donc, tapez le nom de l'enseigne et regardez aussi s'il y a s'il y a des litiges ou des choses comme ça. Si sur une enseigne, il vous ressort que les franchisés voilà, ont des litiges avec le franchiseur ou les choses comme ça, fuyez plutôt cette enseigne. Donc, soyez curieux. Vous pouvez avoir choisi une enseigne, mais approfondissez les choses et approfondissez les choses par vous-même. Et aujourd'hui, grâce à Internet, c'est assez facile quand même de prendre contact avec les 2-3 derniers qui se sont installés dans cette enseigne et qui, eux, vont vous valider. Parce que le franchiseur va, par exemple, vous dire vous avez 15 jours de formation et puis on vous assiste à l'ouverture pendant 1 semaine. Bon, voilà. Pour valider tout ça, ça c'est sur le papier, c'est écrit. Mais après, est-ce que ça se passe effectivement comme ça? Est-ce que c'est un vrai apport du franchiseur? Il faut être curieux et il faut aller chercher auprès des derniers franchisés qui se sont installés. Et pas forcément prendre contact simplement avec le nom que le franchiseur vous donne. Alors, pour préparer son dossier bancaire, tout à l'heure, on a parlé de financement. À quoi faut-il penser? C'est-à-dire dans l'ensemble du financement, pour le mettre dans le dossier bancaire, on sait qu'il y a un loyer, on sait qu'on peut avoir du matériel à acheter. Il faut tout voir au début. C'est-à-dire que si vous ne prévoyez pas tout au début, si 6 mois après ou 1 an après, vous revenez voir votre banquier, ça va être très compliqué. Parce que c'est quelque part un peu dire, tiens, il me manque ci, il me manque ça va être compliqué. Donc, c'est prévoir au début la globalité. Là-dessus, moi, j'ai un maître mot, c'est-à-dire qu'effectivement, vous, porteur de projet, vous pouvez travailler là-dessus, mais là, c'est l'expert comptable. Si vous allez voir un expert comptable de qualité, il va vous poser toutes les questions. Il va prendre le temps avec vous. C'est son travail. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt au franchiseur de nous faire un listing de tout ce qu'on doit prévoir? Bien sûr, le franchiseur, il va vous accompagner. Il va vous donner beaucoup d'éléments. Simplement, après, par exemple, le prix du loyer, les choses comme ça, lui, il n'aura pas tout. Il va vous faire… alors, normalement, il n'a pas le droit. Vous êtes 2 entreprises indépendantes et il ne doit pas vous donner des prévisionnels, des choses comme ça. Il va vous donner ces éléments-là. Il va vous aider. Par contre, c'est vraiment l'entretien avec l'expert comptable qui sera primordial là-dessus pour valider tout ça. Donc, il faut absolument être accompagné par un expert comptable. On a encore parfois des gens qui viennent en agence et qui disent ma petite cousine, elle maîtrise bien, elle m'a fait le prévisionnel, elle m'a fait… Ça, c'est mort. Si vous
travaillez pas avec un expert comptable, un spécialiste qui va vous poser toutes les bonnes questions, justement, et qui va être le plus exhaustif possible pour rien oublier. Voilà. Donc, l'accompagnement par un expert comptable, c'est une obligation. Voilà. Donc, ceux qui aussi, on en a certains qui disent bah, non, non, mais moi, je maîtrise bien, je l'ai fait sur Internet, j'ai bâti ça tout seul. Non. Voilà. Si vous voulez que votre dossier soit refusé par une banque, faites ça. Vous avez 99 chances sur 100 d'être refusé. Donc, toute cette partie-là et toutes ces questions-là, c'est vraiment le travail. On l'a mis au milieu, hein, les éléments financiers. C'est le travail avec l'expert comptable. Voilà. Et il va vous poser des questions. Vous allez bâtir ensemble. Il va, voilà, être capable de dire, si vous êtes par exemple dans la restauration, combien il vous faut de menus à midi pour pouvoir être rentable, votre point mort, à quel niveau il est, et ainsi de suite. Donc, il y a un travail préparatoire avec l'expert comptable. Voilà. Alors, si une banque nous refuse le dossier, oui. Est-ce qu'on repart avec les mêmes éléments dans une autre banque? Ou est-ce que justement on doit revoir l'expert comptable en me disant là il manque quelque chose, il faut ça va dépendre pourquoi il vous refuse le dossier. Puisque quand il va vous le refuser, il va quand même vous donner des éléments. Hein. Donc ça sera un petit peu en fonction de ça. Il peut vous refuser le dossier parce qu'il considère que on a, nous, en tant que banquier, quand on est comme ça dans une banque qui connaît bien la franchise, on a des moyennes. Donc, on sait, par exemple, sur tel réseau qu'il faut faire tant de chiffre d'affaires, qu'il faut faire… Si le prévisionnel a été bâti avec un chiffre d'affaires qui est 1,5 fois ou 2 fois le prévisionnel, enfin, le chiffre d'affaires réel des mêmes enseignes, bah, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, donc, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, là, on est sur vraiment du factuel. Après, si le banquier vous le refuse parce qu'il considère, alors il va peut-être pas vous le dire comme ça, parce que c'est toujours délicat, mais parce que vous n'avez pas peut-être la carrure ou le côté entrepreneurial, et ben c'est peut-être de vous préparer un peu, si voilà, votre projet tient la route, et d'aller voir un deuxième banquier en ayant peut-être encore un peu plus préparé votre entretien. Alors, on a une question là, alors je vais la lire, de Guillaume, si on a le financement pour éviter le loyer et patrimonialement bénéficier des travaux d'aménagement, est-il conseillé d'acheter les murs du local? Alors, je dirais que là, il n'y a pas de dogme là-dessus. Les murs, c'est quand même en fonction des emplacements, mais quand même très cher au démarrage. Bon, donc, c'est assez rare en création qu'il y ait l'acquisition des murs en même temps. C'est très, très rare parce que ça augmente quand même le coût global du financement. Et s'il faut les financer par une banque, si la banque, elle vous finance à la fois votre projet en création, mais on reste dans la création, donc on n'a pas une visibilité non plus très, très importante. Et si en plus, il faut vous financer les murs, ça sera compliqué. Donc, plutôt, je dirais, voilà, plutôt à éviter dans un premier temps. Voilà. Ça peut être quelque chose à voir avec le propriétaire, de lui proposer dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, voilà. Il y a quand même toujours un aléa quand on est sur la création, hein, puisque quand vous rachetez une entreprise, je vous disais, il y a à peu près 50% de transmission. Si vous rachetez un point de vente qui est déjà existant, alors vous allez le payer un peu plus cher parce que bien évidemment, la personne, elle aura développé la clientèle, voilà, elle aura mis en place plein de choses, elle aura fait des aménagements. Mais le banquier et vous-même, bah, vous saurez exactement le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que demain, vous prenez la suite, le chiffre d'affaires, normalement, il ne devrait pas bouger. Hein, vous devriez peut-être même le dynamiser. Quand on est en création, on reste quand même avec un aléa hein, qui est est-ce que les clients vont venir, est-ce qu'ils vont pousser la porte, comment ça va se passer. Donc, si on vient en rajouter avec de l'achat immobilier qui va quand même être un endettement très important, c'est quand même compliqué. Donc, moi, je ne le conseillerais pas. Alors, me vient une autre question. Alors, je suis lancé en franchise, la Banque Pop m'a accordé un prêt, tout va bien. Je développe mon activité et j'ai envie d'ouvrir un deuxième point de vente. Est-ce que j'y vais un peu les mains dans les poches en me disant c'est sûr, j'aurai le financement, ou quelquefois il peut y avoir des couacs et c'est pas… Alors, là aussi, on peut. Alors, c'est plutôt une bonne chose. Les franchiseurs sont assez partants d'avoir des multifranchisés parce que c'est des gens qui connaissent déjà l'enseigne, qui ont déjà cette culture et ces valeurs communes avec l'enseigne. Donc, eux, ils apprécient. Il ne faut pas le faire trop tôt non plus. Et puis, il faut bien se poser la question, est-ce que vous avez la bonne personne pour être dans le deuxième point de vente? Si le premier point de vente, c'est vous qui le faites tourner, encore une fois, ça va dépendre des activités, mais si c'est vous qui vous le faites tourner, vous avez une partie du chiffre d'affaires et je dirais une partie de ce développement qui est de votre fait.
si vous ouvrez un deuxième point de vente, vous n'allez pas pouvoir vous partager entre les deux. Donc voilà, ça va vraiment se poser la question, est-ce que j'ai la bonne personne pour mettre dans le deuxième point de vente? Mais c'est plutôt une bonne chose et c'est plutôt facilitant pour un deuxième financement bancaire parce que vous aurez fait vos preuves sur le premier. Alors, on n'achète pas au bout de 6 mois, hein, mais si au bout de 2 ans, vous voulez acheter un deuxième point de vente ou un troisième point de vente, vous aurez fait vos preuves vis-à-vis du banquier. Donc, ça sera plutôt très positif pour qui vous accompagne dans le financement. Est-ce que vous avez d'autres questions pour André? Voilà. Et puis, sur le préparer son dossier qui apparaît à l'écran, le troisième, j'y reviens pas, mais c'est important Oui. que le banquier il vous connaisse votre parcours, la situation familiale, la situation patrimoniale aussi, voilà, qui vous aide. Donc, c'est important de tout prendre cela en ligne de compte. Mais moi, vraiment, le message, c'est de dire, faites passer votre envie. Il faut que votre projet tienne la route. Et effectivement, vous installez à un endroit où ça sera difficile de le faire marcher avec une enseigne qui ne tient pas la route, on va vous le refuser. Mais après, si vous avez validé l'enseigne, l'emplacement, s'il y a besoin d'un emplacement, comme tu disais, Corinne, après, le rendez-vous avec le banquier, c'est vraiment de faire passer votre envie auprès du banquier. Voilà. Alors, quand on sait qu'il y a Laura qui est en projet de couple et puis peut-être d'autres, est-ce qu'on y va seul? Parce qu'on sait que même en franchise, il y a un franchisé, ce n'est pas un couple franchisé, c'est une personne qui est franchisée. Alors, on y va seul, on y va avec le franchiseur, on y va avec le comptable, on y va avec son conjoint ou ses associés? Au rendez-vous, alors vous pouvez y aller avec votre conjoint, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui sera important, c'est quand même que ça soit le porteur de projet, le futur franchisé qui parle. Ne venez jamais avec le franchiseur. Nous, les banquiers, on n'aime pas. Les franchiseurs, ils aiment bien, parce qu'ils se disent, tiens, si le porteur de projet ne sait pas répondre aux questions, on va y répondre. Mais si vous venez avec un représentant du franchiseur, souvent un directeur du développement ou un animateur de réseau, mais souvent, c'est lui qui va parler dans 80% des cas. Je vous disais tout à l'heure, l'important pour le banquier, ça va être de valider si vous avez une posture de chef d'entreprise. Si vous ne parlez pas et si c'est le franchiseur qui parle tout le temps, il ne le saura pas. Donc, s'il ne le sait pas, il aura plutôt des doutes. Hein. Donc, ne venez pas avec un représentant du franchiseur. Je dirais, l'expert comptable, à mon sens, ce n'est pas important non plus, parce que le banquier, il sait lire, donc il a tous les éléments. Si vous venez avec un expert comptable, ça risque de partir dans un entretien qui va être plus sur tout ce qui est les éléments financiers. Et là encore, le banquier, il n'arrivera pas à valider si vous avez la stature pour être chef d'entreprise. Donc, allez-y tout seul, préparez-le à l'avance. Vous pouvez y aller en couple, hein. On parlait tout à l'heure du couple qui était là, vous pouvez y aller, c'est madame qui se lance, donc monsieur peut accompagner, mais il faut que ce soit madame qui réponde aux questions. Voilà. Mais plutôt pas de représentant du franchiseur, et moi je dirais plutôt pas d'expert comptable, parce qu'après on va être sur on va traiter que les éléments financiers. Donc allez-y tout seul. C'est vous qui êtes futur chef d'entreprise, c'est vous qui êtes indépendant, donc c'est à vous de défendre votre projet, hein, et de vous vendre et de vendre votre envie à aller dans ce beau parcours qui est l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que voilà, le temps passe vite, on est à 43, on va bientôt finir. Moi, juste parce que je n'ai pas eu le temps de poser la question à Olivier à la première conférence, je pense que tu as la réponse, André, ce n'est pas un scoop. Est-ce que la franchise, Florence Soubeyran, qui était avant à ta place, disait la franchise, c'est du patrimoine. En quoi c'est du patrimoine, la franchise? Est-ce que tu as la réponse? Alors, je ne sais pas ce qu'elle entendait par du patrimoine, mais ce qui est important de se dire, et je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, c'est que la franchise, c'est beaucoup moins risqué que de la création en direct, et que quand on entreprend en franchise, on a quelque chose, après, on est à la tête de quelque chose qui a une vraie valeur. Et je pense que c'est pour ça que Florence voulait dire ça, et c'est du patrimoine. C'est-à-dire qu'on se constitue quand même une sorte de patrimoine, parce qu'on a une activité qui a une vraie valeur, qu'on peut revendre, qu'on peut céder ensuite. Voilà. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle voulait dire c'est du patrimoine. Une entreprise, quelque part, voilà, au même titre que du patrimoine, un livret A ou de l'immobilier, quand on est à la tête d'une entreprise, ça a une vraie valeur patrimoniale. Ça peut être cédé, ça peut être revendu. Je pense que c'est ce qu'elle voulait dire.